les deux co-modérateurs de la session à venir. Lucas Ballois, qui est infectiologue au CHU de La Réunion, et puis Colline Mortier, qu'on ne présente plus, qui est infectiologue au centre hospitalier de Mamoudzou. À vous l'honneur. Bonjour à tous. Et donc on va commencer cette session sur les thématiques infectieuses sur un peu les autres territoires d'outre-mer par le docteur Euler du centre hospitalier de Polynésie, qui va nous parler des pathologies infectieuses de la zone. Merci et bonjour tout le monde. Oui, je suis le docteur Erwan Euler, je suis chef du service de médecine interne au centre hospitalier de Polynésie française. Et avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs, un peu comme tout le monde, pour ce colloque et tout l'investissement qu'ils ont fait, qui m'a permis justement de venir à Mayotte. Merci à Loïc de m'avoir proposé pour cette présentation. Et c'est en plus en partie... Ah ouais, on. Ouais, et je disais que c'est en plus en partie grâce à lui que je peux être là, et notamment de la publication qu'il a dirigée sur le panorama des maladies infectieuses et non infectieuses de Guyane. Et c'est avec nous qu'il a participé à l'élaboration d'un travail un peu du même type sur la Polynésie française, et qui a été soumis à publication cet été à la revue de médecine tropicale et santé internationale. Et c'est donc de ce travail que je vais discuter aujourd'hui. Et pour commencer, si vous le voulez bien, je vais vous emmener avec moi en Polynésie. Ça nécessite de passer par Paris, de prendre l'avion jusqu'à Los Angeles, donc 11 heures de vol, l'escale technique à Los Angeles. Et après 9 heures supplémentaires, nous voilà arrivés dans le milieu du Pacifique Sud, donc en Polynésie et notamment sur l'île de Tahiti, dans ce qu'on appelle le triangle polynésien, qui est marqué au nord par Hawaï, à l'ouest par la Nouvelle-Zélande et à l'est par l'île de Pâques. Et donc la Polynésie est située en plein milieu de ce triangle. La Polynésie, c'est un ensemble de 118 îles qui sont réparties en 5 archipels qui s'étendent sur un territoire qui est grand comme l'Europe. Tahiti, c'est l'île principale sur laquelle on trouve la capitale Papeete. La Polynésie, c'est une collectivité d'outre-mer ou un pays d'outre-mer dont les 280 000 habitants élisent leur président et son assemblée, donc ce qui fait qu'on a notre propre ministre de la Santé. Comme dans l'ensemble des territoires du Pacifique, on a notre propre monnaie qui est le franc Pacifique. On a une caisse de prévoyance sociale qui est l'équivalent de la CPAM. Et l'hôpital de premier et dernier recours est le centre hospitalier de Polynésie française, qui a un hôpital de pointe de 450 lits. Donc voilà, j'ai dressé un peu le contexte pour voir dans quoi on va évoluer et donc discuter des pathologies infectieuses qui concernent ce territoire. Donc avec des publications qui sont quand même relativement rares sur le sujet, même sur beaucoup de choses en Polynésie, donc on manque de moyens pour faire des grandes études. Donc parfois c'est uniquement c'est quelques données scientifiques qui ont été publiées, c'est des données locales et c'est du rétex d'expérience personnelle dont je vais discuter à présent. Donc sans faire un enchaînement de plein de pathologies, donc j'en ai choisi quelques-unes, une petite dizaine quand même, parce que c'est un peu le sujet. Et donc je commencerai par les infections bactériennes cutanées qui sont les plus fréquentes. Du fait de l'environnement tropical chaud et humide qui les favorise, de la prévalence du surpoids qui concerne 75% de la population en Polynésie, et il y a dans ces patients en surpoids 49% qui sont en situation d'obésité, donc avec des IMC supérieurs à 30.
Le taux de diabète qui est également extrêmement important en Polynésie, qui touche 14% de la population, avec même une étude récemment sortie qui donne un chiffre de 22%, donc en augmentation également. Et la fréquence de certains facteurs comme la gale, et on ne voit pas juste en dessous les moustiques donc, qui favorisent le prurite et donc les lésions de grattage et les surinfections. Donc dans ces infections cutanées, donc il y a les dermohypodermites bactériennes non nécrosantes ou érysipèles, donc on n'a plus le droit d'appeler comme ça maintenant, qui est une infection qui est très fréquente, comme l'a montré le travail d'une de nos thésardes après une enquête auprès des médecins généralistes installés, donc qui donnait une incidence de 287 pour 100 000, quand celle-ci, dans la littérature, apparaît de l'ordre de 10 à 100 pour 100 000 dans l'Hexagone, ce qui fait que en Polynésie, donc les érysipèles, c'est plus simple à dire, sont minimum 3 fois plus fréquentes. Comparativement à la métropole, la porte d'entrée est vraiment différente, c'est plus des lésions cutanées versus les intertrigaux inter-orteils, donc du fait souvent des habitudes vestimentaires locales. Et ce travail avait aussi permis de mettre en évidence donc, un traitement de ces infections par l'amoxiclave, malheureusement, donc du fait d'habitude des médecins locaux, donc qui pensent que prescrire à large spectre est beaucoup plus efficace que le simple amoxicilline dans ces infections qui sont pourtant streptococciques dans la quasi-totalité des cas. C'est donc à l'issue de ce travail qu'on a établi, afin d'améliorer la communication entre les différents personnels de santé et d'améliorer la prise en charge, qu'on a créé une classification des érysipèles en 4 stades, un peu comme ce qui est fait pour les escarres. Donc avec un stade 1 où on observe un simple érythème, un stade 2 où en plus de l'érythème on a un œdème, un stade 3 où on a un déflictène, des décollements cutanés donc à l'origine d'érosion, et un stade 4 qui correspond aux formes nécrosantes. Et donc cette stadification nous a permis de proposer un protocole alors initialement pour l'hôpital, et c'est un protocole qui a un peu débordé pour l'ensemble des personnels de santé de Polynésie, et qui a permis, en tout cas on aime à le penser, que ce protocole a permis d'améliorer la prise en charge clinique et infirmière donc, de ces infections fréquentes. Alors à côté des érysipèles, donc les abcès et les furoncles sont également fréquents, sans qu'on ait plus de données épidémiologiques. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est bien entendu fréquemment des coccigrammes plus, notamment le staph doré, qui a un peu la particularité, comme à Mayotte, si j'ai bien compris, d'être fréquemment associé à des sarmes. Et des sarmes qui sont un peu particuliers par le fait qu'ils sont le plus souvent sensibles à l'ensemble des antibiotiques antistaphylococciques. Une étude qui a été réalisée également au CHPF donc, montrait que ces staphs, qui soient métiers ou métières, étaient dans la grande majorité des cas sécréteurs de la leucocidine de pentonvalentine, ce qui fait que il n'est vraiment pas rare d'observer des foyers infectieux à distance, à type de spondylodicite ou d'infection ostéo-articulaire, de pneumopathie nécrosante et ou d'endocardite. Alors autant sur les 2 premières infections, donc ostéo-articulaire et pulmonaire, on a vraiment peu, voire pas du tout de données concernant l'épidémio. Autant donc la présence fréquente du RA en Polynésie fait que la surveillance par les cardiologues est assez prégnante, on va dire. Donc sur les endocardites, on a beaucoup plus de données, comme cette étude qui a montré que l'incidence de l'endocardite était de 93 par million contre 32 par million dans l'Hexagone, donc une fréquence des endocardites beaucoup plus importante.
Cette étude montrait que les patients étaient aussi globalement plus jeunes et que le tiers d'entre eux étaient porteurs d'une cardite rhumatismale, donc secondaire au RAA. Donc, ce qui fait que les endocardites sur des valves prothétiques sont entre 2 et 4 fois plus fréquentes que dans l'Hexagone. Comme attendu, les germes en cause sont le plus souvent des coccygrammes plus, notamment le staph, suivi après par les streptos et dans une moindre mesure l'entérocoque. Et cette étude mettait également en évidence un taux de mortalité qui est beaucoup plus important en Polynésie et en rapport d'abord à la phase initiale avec la sévérité de la présentation à l'entrée, donc marquée par des chocs septiques et ou des chocs cardiogéniques. Et dans un premier ou second temps, l'absence de chirurgie cardiaque en Polynésie fait que si il y a une indication de prise en charge chirurgicale, il faut décider d'une évacuation sanitaire vers la métropole, et donc il faut que le patient puisse supporter donc les 22 heures de vol vers Paris. Donc dans cette étude, sur 73 patients qui relevaient d'une indication chirurgicale, il n'y en a que 38 qui pouvaient en bénéficier, donc du fait de l'instabilité hémodynamique et ou d'un terrain défavorable qui contre-indiquait entre guillemets ces vols. Et parfois aussi il y a des patients qui renoncent à un départ en métropole parce que c'est trop compliqué pour eux, ils ne veulent pas laisser leur famille, etc. Donc toujours un peu compliqué dans ce genre de situation. Alors la leptospirose, c'est une maladie qui est également fréquente en Polynésie. Elle est liée à Leptospira interrogans serovar ictéro-hémorragiae et australis, dont le réservoir en Polynésie est représenté essentiellement par les rongeurs. C'est une maladie à déclaration obligatoire avec une incidence annuelle de l'ordre de 42 pour 100 000, donc ce qui fait que la lepto est au moins 40 fois plus fréquente en Polynésie que dans l'Hexagone. Une incidence qui est variable en fonction de la saisonnalité, avec notamment une augmentation durant la saison des pluies, comme ça a été remarqué également à La Réunion. Et une incidence qui est plus importante dans certaines îles dans les îles hors de Tahiti. Donc plus on s'éloigne de Tahiti, notamment dans les îles sous le vent, et plus l'incidence est importante. Et une incidence également qui est variable à Tahiti, donc plus importante sur la presqu'île et dans les régions de Papara et de Faoné, qui sont des régions d'élevage. Élevage bovin donc sur la presqu'île, élevage porcin dans les deux autres localités. Pour donner des chiffres bruts, en 2023, c'était 117 cas qui ont été répertoriés, 71 qui ont nécessité une prise en charge en hospitalisation, dont 19 en réanimation, et 2 décès à signaler donc, dans ces cas. Les facteurs de risque se confondent globalement avec ce qui se voit ailleurs, hein. C'est plutôt les hommes et plutôt les jeunes, donc en rapport avec les activités à la fois professionnelles et les activités de loisirs, avec sur une étude qui a été menée en local, donc l'environnement qui joue aussi un rôle important, notamment chez certains patients, donc en cas d'élevage familial de porc, donc qui augmente le risque, la marche pieds nus, l'activité de randonnée et les activités en rivière. Et des fois, quand on parle d'activité en rivière, c'est la douche à la rivière ou ce genre de choses. Donc dans les familles les plus pauvres ou les familles un peu isolées. Une étude qu'on avait réalisée en 2022, qui a été publiée en 2023, sur les facteurs associés à la sévérité, donc chez les patients hospitalisés. Donc c'était une étude sur 154 patients qui avait montré que des facteurs cliniques tels que l'ictère, l'hémoptysie, la suffusion conjonctivale et l'absence d'hématurie étaient corrélés avec, de façon multivariée, à la sévérité, de même que sur le plan biologique, la charge bactérienne et l'intensité d'augmentation de la CRP, de la procalcitonine et du rapport azatalate. La tuberculose, donc, elle est présente en Polynésie également, avec une incidence qui est globalement stable depuis le début des années 2000,
aux alentours de 20 pour 100 000, ce qui nous donne en gros une cinquantaine de nouveaux cas chaque année, avec en 2023, donc c'est vrai que cette date elle apparaît souvent depuis le début du colloque, une petite diminution sans qu'on sache réellement pourquoi. On sera peut-être même attendu à en avoir plus, mais donc 50 nouveaux cas chaque année, donc qui viennent essentiellement de la zone de Papeete, donc et de son agglomération, du fait des facteurs de risque qui ont été retrouvés et qui sont globalement similaires à ce qui se fait ailleurs, donc les logements surpeuplés, des conditions de vie défavorables et une mauvaise observance dans l'entourage. La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire, donc ce qui permet aux patients de bénéficier de soins gratuits et ce qui permet également au CLAT ou son équivalent local de commencer le dépistage des cas contacts. Et concernant la tuberculose multirésistante, c'est un problème qui est globalement relativement récent, on va dire, puisque le premier cas a été découvert en 2015. Il s'agissait d'un jeune de l'agglomération de la banlieue de Papeete qui était non observant et qui est malheureusement décédé de son infection. Et malheureusement, donc, ça a entraîné une dissémination de cas, donc relativement quand même peu importante, puisque seulement 20 cas ont été découverts entre 2015 et 2022, mais qui constitue quand même un problème de santé publique en l'absence de contrôle de ces cas. La lèpre, on en a parlé aussi hier, c'est une maladie qui existe également en Polynésie. Les dernières léproseries, ils ont fermé dans le milieu des années 70. Et depuis 1991, la prévalence de la lèpre reste globalement stable et même inférieure au seuil d'élimination qui a été défini par l'OMS de 1 pour 10 000. Mais cette prévalence reste globalement stable. Donc on a des nouveaux cas chaque année, donc beaucoup moins qu'à Mayotte, certes. L'incidence, elle est entre 0,5 et 3 pour 100 000, ce qui nous donne en gros chaque année entre 2 et 10 nouveaux cas. C'est également une maladie à déclaration obligatoire et les protocoles de prise en charge, ils sont ceux qui sont recommandés par l'OMS en dehors de l'administration de la rifampicine qui est faite de façon quotidienne au lieu de la supervision mensuelle, donc de la prise de rifampicine. Et c'est un choix qui a été dicté essentiellement par des contraintes géographiques qui sont particulières à la Polynésie, donc des patients qui sont très très éloignés, on n'a pas forcément de soignants sur l'ensemble des îles, donc pour favoriser la prise en charge et l'éradication, donc on préfère faire un traitement quotidien plutôt que le traitement mensuel avec la rifampicine. L'hépatite B, c'est également un problème de santé publique majeur depuis une étude qui a été faite dans la fin des années 80 qui montrait une prévalence importante dans l'ensemble de la Polynésie et notamment dans un des archipels, donc l'archipel des Australes, où la prévalence moyenne dans l'archipel était de 10%, avec un record qui a été observé à Rapa, donc une des îles de cet archipel, avec une prévalence une hépatite B qui concernait 27% de la population. Et c'est pour ça qu'en 1992, il y a une stratégie de vaccination systématique dès la naissance qui a été mise en place et qui a été rapidement suivie par une diminution de l'incidence de l'hépatite B. Et les études les plus récentes confirment cette diminution, puisque en 2014, sur les enfants de 6 ans scolarisés, la recherche de l'antigène HBS était négative chez la totalité de ces enfants. Et ce qui n'empêche qu'on continue cette stratégie avec une couverture vaccinale qui atteint quasiment 100% des enfants en 2022. Dans l'ensemble de la population générale, donc la prévalence elle est également en baisse, avec une étude en 2014 qui montrait une prévalence d'1%. Donc pour les 18-69 ans, mais quand on étudie un peu plus les sous-populations, donc on s'aperçoit que les 45-69 ans, dans laquelle la couverture vaccinale
est moins importante, donc on a une prévalence qui augmente. Et pareil, donc il y a une disparité entre Tahiti et les îles, donc avec l'archipel des Australes et les Marquises, donc qui ont des prévalences qui restent encore malheureusement élevées. Donc cette stratégie donc, de vaccination systématique a permis à la Polynésie d'obtenir en 2018 par l'OMS donc une certification de l'absence de transmission donc parmi les enfants vaccinés, donc qui couronne un peu de succès donc cette stratégie locale qui a été débutée donc il y a maintenant 30 ans. Mais malgré tout, l'hépatite B reste un lourd fardeau pour la Polynésie, notamment chez les plus anciens, avec une incidence standardisée donc, du carcinome hépatocellulaire, le cancer primitif du foie, qui reste élevé donc, sur l'ensemble de la Polynésie et notamment toujours dans cet archipel des Australes, avec comme facteur de risque l'hépatite B, donc, qui est associée dans la moitié des cas au CHC, donc c'est 6 fois plus que ce qui est rapporté en métropole, et on atteint même l'incidence des 100% donc, dans l'archipel des Australes. Et une petite digression par rapport à l'hépatite B, donc il y a une étude qui a été publiée dans le Lancet dans le premier semestre 2024 qui montrait des données anciennes concernant l'hépatite C, donc avec l'absence de circulation autochtone d'hépatite C et pareil l'absence de virus Delta en Polynésie. Le VIH est un problème qui est encore, on va dire, peut-être peu important en Polynésie, donc avec une incidence de 5 pour 100 000, une prévalence de 55 pour 100 000, mais qui a malheureusement tendance à augmenter depuis quelques années. La totalité ou quasi-totalité des patients sont suivis par le centre de consultation de maladies infectieuses et tropicales, avec une file active qui est en augmentation. On est quasiment à 170 patients suivis. Un sexe ratio donc en défaveur des hommes, une moyenne d'âge de 50 ans. 23% sont HSH et 94% sont sous antirétroviraux, avec un succès virologique chez au moins 92% d'entre eux. Une chose que j'ai pas notée, c'est je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est la découverte assez fréquente en fait du VIH au stade SIDA, malheureusement, donc ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de prévention. Et petite particularité, donc en Polynésie, c'est surtout dans la totalité des cas autochtones, c'est une transmission sexuelle et l'absence de transmission par voie sanguine du VIH. Et sur le sujet de la PrEP, donc c'est un traitement qu'on peut prescrire depuis 2017, mais qui est encore malheureusement non remboursé, ce qui fait qu'il y a peu de prescriptions. Donc c'est en gros 50 à 60 traitements qui sont prescrits et délivrés chaque année, et essentiellement chez les travailleurs du sexe. Je vais pas trop m'éterniser sur les autres IST, donc juste signaler que il y en a comme partout ailleurs, bien sûr, avec une prévalence qui a tendance à augmenter, donc du fait de l'augmentation des prises de risques, et différence notable par rapport à la métropole, surtout c'est l'antibiorésistance qui est plus faible en Polynésie qu'en métropole. Comme dans tous les dom-tom, les arboviroses sévissent en Polynésie, et notamment la dengue, dont la dernière épidémie remonte à la fin de l'année 2019, qui était liée au sérotype 2 et qui s'est éteinte donc à cette époque. La suite a été marquée par 4 années de Covid, et on a vu réapparaître des cas, donc là encore c'était encore du sérotype 2, donc en novembre 2023, et depuis finalement la diffusion reste assez
assez faible, on va dire, puisque depuis cette date, donc à août 2024, on avait seulement 115 cas qui ont été déclarés, dont 17 hospitalisations, et l'ensemble des arboviroses sont des maladies à déclaration obligatoire. Le Zika, le chikungunya ne circulent plus en Polynésie. Je voulais juste rappeler quand même que en 2013, la Polynésie a été le premier pays à être touché par l'épidémie, enfin par la pandémie qui a suivi, et qui a en quelque sorte permis de faire découvrir, entre guillemets, donc cette arbovirose qu'on pensait être une simple grippette qui donnait de la fièvre et pas grand chose de plus. Et c'est finalement au cours de l'épidémie qui a eu lieu en Polynésie qu'on a découvert le premier cas de Guillain-Barré associé au virus. Et ce premier cas a été suivi donc de 41 autres, ce qui a porté à 42 le nom de Guillain-Barré en Polynésie, quand habituellement on tourne plutôt à 1 ou 2 cas chaque année. Donc sur une période de 4 mois, ça a vraiment désorganisé les activités hospitalières, notamment en réanimation et dans les secteurs de médecine et de post-hospit. Des microcéphalies ont également été diagnostiquées donc durant cette période et en post-épidémie, mais les Brésiliens du coup qui ont été les deuxièmes à subir le Zika ont déjà décrit cette complication. Le chikungunya donc a suivi moins d'un an après l'épidémie de Zika, et là encore une fois donc une augmentation moindre quand même du nombre de Guillain-Barré, mais toujours quelque chose, un petit signal dont on ne comprend pas trop l'origine. Est-ce que c'est d'origine génétique? Est-ce que c'est une co-circulation d'arbovirose qui ferait que les Polynésiens seraient plus susceptibles à cette atteinte neurologique? Ça, on ne le sait pas encore. Et petite précision, donc du fait de l'absence d'anophèles en Polynésie, du coup, on n'a pas de paludisme de circulation autochtone. La filariose lymphatique, qui est liée au parasite Wuchereria bancrofti, variété pacifica, qui est de circulation apériodique en Polynésie, qui est transmise par l'Aedes polynésiensis dans le Pacifique. En 1999, l'OMS a décrété la mise en route du programme PASSELF, donc pour l'élimination de la filariose lymphatique dans le Pacifique, permettant la distribution annuelle de diéthylcarbamazine et d'albendazole, et qui s'est malheureusement soldé par un échec, puisqu'en 2008, une étude en population sur la prévalence de l'antigène filarien a montré encore une fréquence trop importante de plus de 10%. Donc ce protocole de distribution du traitement en population générale a été modifié sous la forme d'un pod, d'une pod la prise observée directe, et qui a été marqué quelques années plus tard, 6 ans plus tard, par une nette diminution de la prévalence de l'antigène filarien, qui est devenu inférieur à 1%, correspond au seuil d'élimination. Dans la quasi-totalité de la Polynésie, sauf certaines îles, Wainé dans les îles Sous-le-Vent et les îles Marquises. Ce qui a permis de stopper la pod dans l'ensemble de la Polynésie, sauf dans ces îles spécifiques. Et on espère qu'au final, on arrivera à se débarrasser de la filariose d'ici quelques années, du fait de l'adoption du nouveau protocole de prise en charge de l'OMS, qui est associé aux 2 molécules précédentes, l'ivermectine. Et petite info concernant la lutte antivectorielle, la Polynésie à la pointe, on va dire, puisque en 2020 on a fait, moi j'ai rien fait, mais en Polynésie il y a des insectes, des moustiques stériles qui ont été lâchés sur une des îles, et donc ça s'est soldé par un succès, puisqu'il y a eu une nette diminution du nombre de moustiques sur cette île, et notamment on espère que ça puisse arriver à diminuer la transmission de la filariose, mais du coup également des autres arboviroses. Et donc ce succès a permis
depuis l'ouverture d'un centre de production industrielle de moustiques mâles stériles et qui pourrait aider également au développement des compétences et des capacités des pays et territoires insulaires du Pacifique. Donc dans cette lutte antivectorielle, et le tout est soutenu par l'OMS, par le pays, donc le pays, enfin la Polynésie, et par l'État français. Je terminerai par l'angiostrongylose, ou la méningite aéosinophile d'origine parasitaire, qui est présente dans tous les dom-toms, avec une incidence qui est encore malgré tout supérieure en Polynésie, donc ce qui peut expliquer des durées d'hospitalisation différentes et des habitudes thérapeutiques différentes entre les différents territoires ultramarins. Donc comme dans une étude qui avait été sortie dans un congrès de parasito, entre 2000 et 2012, sur une série de 42 cas qu'on avait diagnostiqués, donc on avait rapporté donc dans la totalité des cas le fait que c'était essentiellement c'était même dans la totalité des cas des patients polynésiens, plutôt des hommes, et que dans 30% de ces cas, donc les formes étaient sévères, donc à type d'atteinte neurologique déficitaire, de convulsions ou de troubles de la conscience, mais que dans la totalité des cas, après quelques mois ou voire même 1 ou 2 ans, on avait une restitution ad integrum de l'ensemble des déficits. Et cette étude avait permis également de montrer que les facteurs de risque de contamination, donc en outre ceux déjà connus de salades et de plantes mal lavées, c'était essentiellement des plats locaux, donc faits à partir de têtes de crevettes d'eau douce fermentées, donc dont raffolent les Polynésiens. C'est ce qu'on voit sur la photo en haut. Et depuis 2015, donc on a adopté la PCR, qui a été faite à Mayotte justement par Dr Collet. Ce qui a permis d'augmenter la sensibilité et donc d'augmenter le nombre de nouveaux cas détectés chaque année. Donc depuis cette époque, on est entre 5 à 15 nouveaux cas annuels. Donc ce qui nous a quand même pas mal sauvé la vie entre guillemets, donc dans le diagnostic, en raison de la rapidité de la PCR et puis surtout de sa forte sensibilité et de sa forte spécificité. Et donc je vais terminer par ça. Donc merci pour votre attention. Marjoudou. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai peut-être mal lu, mais on a aussi à Mayotte, on a aussi beaucoup de leptospirose, mais on a des leptospiroses qui paraissent un petit peu différentes de celles des autres îles de l'océan Indien, probablement parce que nos rats et nos leptospires viennent pas du même endroit, ils viennent pas d'Europe comme à la Réunion ou comme aux Seychelles, etc., mais ils viennent plutôt d'Afrique de l'Est. Et on n'a notamment pas le sérotype ictéro-hémorragie. Donc on a des leptospiroses qui font jamais, ou quasiment jamais, d'hémorragie alvéolaire, ce qui, dans les autres îles, de ce que j'ai vu, est souvent le mode de décès. J'ai pas vu dans vos diapositives. Est-ce que c'est le cas aussi en Polynésie? Est-ce que vous avez des hémorragies alvéolaires ou pas? Nous, on n'a pas d'hémorragie, on a plutôt le sérotype mini et même un sérotype local mayotensis. Alors pour le coup, j'ai pas les chiffres du nombre de patients qui font des hémorragies intra-alvéolaires. Par contre, c'est quelque chose d'assez fréquent. On voit des tableaux radiologiques avec des poumons quasiment blancs. Donc ça, c'est les patients qui vont en réa, mais même dans les secteurs de médecine, on voit souvent des patients qui crachent du sang avec la traduction radiologique, avec petit infiltrat floconneux bilatéral. Donc ouais, c'est des choses qu'on voit fréquemment, qui les mènent pas forcément systématiquement en réanimation. Petite particularité, c'est la réaction d'Alzheimer aussi, qui envoie très très fréquemment c'est même à la limite, on va dire,
un mode diagnostique ou de confirmation de la leptospirose avant d'avoir les résultats de la PCR ou de la séro. C'est après dispensation de l'Amox, 1 heure après, le patient ne va pas bien, il chauffe, il décharge, il a la tension qui baisse et il part en réa parce que du coup on se dit merde, le patient il va pas bien et finalement 1 heure après, 1 litre de remplissage et 3 heures de surveillance, il remonte en médecine et le patient il est guéri. Et donc la PCR confirme le diagnostic et donc c'est vrai que ça fait partie un peu de nos critères entre guillemets qui permettent de nous rassurer sur le fait que ce soit une leptospirose. Pour la leptospirose, toujours, tu as mis dans ton travail là qu'un des facteurs de risque de gravité, c'était la charge bactérienne. C'est mesuré comment ça? Alors ça c'était sur le CT de la PCR, c'était souvent des CT bas qui étaient associés aux formes de gravité. Merci Alain. J'avais 2 petites questions sur le VIH. Sur les diagnostics tardifs, donc vous êtes à plus de 30%, quel chiffre de la métropole qui est très élevé en fait de diagnostics tardifs. Donc vous êtes beaucoup au-dessus ou vous êtes finalement dans les 30% de dépistage tardif Alors d'après mon confrère Lamen Nguyen que tu as peut-être rencontré quand tu étais venu, c'est donc dans les nouveaux cas, j'ai l'impression que c'est plus de 50% qui sont découverts au stade sida. Mais là j'ai pas les infos, donc j'ai pas d'infos précises en tout cas, mais c'est un grand nombre qui sont découverts au stade sida. Et pour la PrEP, j'avais une question par rapport au coût, parce que donc c'est le système d'assurance maladie est un peu particulier à Tahiti. La PrEP générique coûte rien, c'est 3 € par mois. Ce que payent les hôpitaux en France, c'est 3 € par mois pour acheter la PrEP générique. En Polynésie, tu as une idée du coût, combien ça coûte aux patients finalement? J'en ai aucune idée, mais je pense pas que ça soit génériqué encore là-bas, donc mais là je pourrais pas te répondre précisément. Sur les dermohypodermites bactériennes non nécrotisantes, tu disais que vous avez fait un écouvillon pour chacune de ces plaies et vous avez identifié 100% de streptocoque. J'ai pas bien compris si c'était ça que tu avais dit. Non, c'est très rare qu'on écouvillonne les plaies. Dans la définition, c'est du streptocoque, mais c'est vrai que on est le service qui accueille la totalité de ces patients et qui guérissent sous Amox. Donc on voit mal, on comprend mal, enfin on voit mal un staphylocoque qui serait responsable de ce genre de... Mais tu disais que comparé à ce qui se fait en métropole, les lésions sont pas forcément liées à des intertrigos, c'est plutôt lié à des plaies extérieures. Parce que en fait, ma réflexion elle est qu'à La Réunion, j'ai trouvé qu'on avait quand même beaucoup d'érysipèles. Du coup, c'est pas des érysipèles puisque c'est pas du strepto, mais à staphylocoque. Et que ça nécessitait qu'on mette, on a quand même régulièrement mis l'acide clavulanique pour pouvoir couvrir le staphylocoque face à des grosses jambes rouges et douloureuses et avec fièvre. Et c'est vrai que quand il y avait les recommandations de la SPILF et la SFD qui étaient sorties, moi j'avais pu les relire et j'avais fait ce commentaire en disant attention, quand vous avez des patients qui reviennent des DOM, en tous les cas, nous, à La Réunion, l'expérience qu'on avait, c'est que il y a quand même beaucoup d'érysipèles qui sont suite à des traumatismes extérieurs et pas des intertrigos comme porte d'entrée. Et prenez quand même en considération le staphylocoque. Donc c'était juste pour savoir quels étaient tes éléments sur lesquels tu t'appuyais. On n'a pas forcément écouvillonné non plus toutes les plaies, mais j'en avais écouvillonné un certain nombre qui m'avait fait dire, en fait, ouais, c'est pas que du streptocoque. Ouais, alors d'abord, nous, vu la prévalence du SARM, on pourrait difficilement conseiller l'augmentin dans le traitement, plutôt de la piostacine ou de la clinda. C'est plus l'expérience en fait qui nous a montré que finalement, même dans les plaies traumatiques, finalement l'Amox est amplement suffisante. Et il y a pas mal de papiers qui montrent aussi que le staph, même s'il est présent à l'écouvillonnage, on ne sait pas très bien s'il est simple contaminant ou s'il est en cause. Et au final, c'est de l'expérience en fait, mais sans données, je veux dire, scientifiques appuyées. Donc pour nous, l'Amox est amplement suffisante et on n'a pas besoin de mettre un anti-staph dans ces lésions-là, quoi. Avec
description clinique qui est un peu différente entre le staph et le strepto. Le strepto, on a plus l'impression d'une montée le long des voies lymphatiques, et le staph qui s'étend de façon concentrique, ce qui peut permettre parfois de faire la différence, mais c'est pas toujours très, très évident non plus. On va faire une dernière question, très très rapidement du coup, pour la leptospirose. Moi j'avais une petite question que je me pose aussi à La Réunion, c'est est-ce que vous conseillez à certains patients de se vacciner en prévention, et comment vous gérez le coût du vaccin? On ne le conseille pas parce que le vaccin est quand même moyennement efficace, qu'il est très peu immunogène, donc il faut le refaire tous les 2 ans, et que c'est pas du tout pris en charge, donc y compris pour certaines professions à risque en Polynésie. Donc au final, c'est pas un vaccin qu'on conseille. Merci. Transition, en fait, Kevin Diallo, infectiologue. Donc du coup, à La Réunion, en fait, moi je m'étais renseigné auprès de la sécurité sociale, et effectivement, donc, alors soit il y avait la part employeur qui peut être prise en charge pour le vaccin de la leptospirose, sinon les patients à faibles ressources mais exposés peuvent quand même faire des demandes en fait à la sécurité sociale, et ça passe en commission, et sur dérogation en fait une partie peut être prise en charge en fait en fonction des conditions de moyens. Donc je ne sais pas si auprès de votre sécurité sociale tahitienne, vous pouvez aussi éventuellement prendre une partie du coût. Oui, c'est extrêmement cher, 180 € la dose. Ouais. Donc c'est beaucoup de doses. Ouais. Ouais, je connais les limites de coût. Je sais qu'on est pressé, mais c'est vrai que même dans les endroits où on a de quoi, où ce ne serait pas un souci, on ne le recommande quasiment pas à cause de ce 30% de couverture, d'une fête de le refaire tous les 2 ans. Donc je ne sais pas si c'est un vrai problème que ce ne soit pas disponible finalement.